Pour commencer, moi je pense que ce qui est fondamental, c'est de parler de la situation actuelle de la pédopsychiatrie. Ensuite, j'en viendrai, parce que c'est ma pratique, au secteur médico-social et aux institutions dites médico-éducatives. Mais partons du début, qui est donc la situation actuelle de la pédopsychiatrie. Pour ça, moi j'ai donc relevé et j'ai lu donc 2 tribunes dans le journal Le Monde qui témoignent extrêmement bien de ce qu'il en est. La première, c'est donc le collectif Pédopsy 93 qui signait donc par cette tribune un cri d'alerte sur la situation au sein de leur département. Donc c'était manque de place, professionnels épuisés, augmentation par conséquent des demandes et une obligation d'effectuer un tri des enfants. Une autre tribune aussi qui date de mars 2023, toujours dans le journal Le Monde, où là c'est la Cour des comptes qui tire la sonnette d'alarme vis-à-vis de l'offre de soins en pédopsychiatrie. Donc la situation est celle-ci, c'est-à-dire qu'il y a un manque criant de budget, de moyens mis à disposition de la pédo. Tout ça va crescendo, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date à peu près d'il y a plus d'une trentaine d'années, 20 ans précisément, j'y reviendrai, mais donc là nous sommes dans une continuité d'une politique qui date d'il y a 20 ans de dépsychiatrisation. C'est-à-dire quand on lit donc le plan de santé mentale qui date de 2001, il était dit, et différents aussi rapports, dont un rapport interministériel du secteur social, c'était clairement dit que l'offre de soins en pédopsychiatrie ne pouvait plus suffire et qu'il était question désormais de la prise en charge globale de l'enfant et de l'adolescent. Et donc dans ce plan de santé mentale et dans ces rapports, il est bien préconisé que dorénavant, les enfants et les adolescents devront aller dans les autres secteurs. Il parle même donc de passerelle à ce moment-là. Donc depuis plus de 20 ans, les enfants et les adolescents en grande souffrance psychique, parce on parle de ça là, se retrouvent dans les autres secteurs de l'enfance et de l'adolescence. Le secteur médico-social, où sa priorité c'était l'éducatif et l'enseignement adapté, et depuis peu, ça va même jusqu'à l'éducation nationale, où on se rend compte que très clairement, des classes, des enseignants, des auxiliaires, des accompagnants s'occupent d'enfants en grande souffrance. Donc, depuis 20 ans, les enfants et les adolescents en grande souffrance se retrouvent dans d'autres lieux et dans d'autres structures. Actuellement, donc, il y a un effet général parce qu'il y a de moins en moins d'argent public. Ça ne concerne pas que la pédopsychiatrie ou le secteur de l'enfance et de l'adolescence, mais on s'en rend compte très bien. Il y a une panne au niveau public. Bon, dans l'éducation nationale, c'est exactement la même chose. Donc, que ça soit la pédopsychiatrie, le secteur médico-social, ou voire même l'éducation nationale, mais donc il y a un manque criant de budget et de moyens. Bon, ça c'est le constat général. Maintenant, ce que je dirais en plus, vis-à-vis du secteur médico-social, c'est que comme le démantèlement de la pédopsychiatrie va crescendo, les enfants et les adolescents en grande souffrance se retrouvent en masse dans les autres structures et dans le secteur médico-social. Et donc c'est ce qui fait que ça crée un énorme malaise aujourd'hui, parce que dans une culture très éducative, autour de l'enseignement adapté, vous vous occupez d'enfants et d'adolescents en grande souffrance psychique. Donc là, il y a une inadéquation entre effectivement donc, le projet initial et ce que présentent ces enfants. La pédopsychiatrie, c'est quand même les services de consultation ou d'hospitalisation, c'est dans les cas où les enfants vont très mal et où ils ont besoin de se soustraire du milieu scolaire, du milieu familial, trouver un peu d'apaisement, éventuellement médication pour pouvoir, quand vraiment il y a une grande souffrance, avoir un effet direct sur leur vie, et ensuite, bien sûr, reprendre la parole pour essayer de situer qu'est-ce qui s'est passé et éventuellement
trouver les coordonnées de ce qui ne va pas et peut-être trouver une autre manière de faire. Bon, ça c'est donc la pédo. Là, ce qui se passe aujourd'hui, comme je disais, depuis plus d'une vingtaine d'années dans le secteur médico-social, c'est à partir du moment où c'est une pratique très éducative, ça n'est pas un lieu de soins, et donc dans ces lieux-là, on demande, on exige beaucoup des enfants et des adolescents. On demande de la socialisation, on demande c'est de l'éducatif, de la socialisation, de l'autonomie. C'est ça ce qui est demandé, donc ça fait plutôt que de soustraire de l'autre ces enfants et ces adolescents qui font mal, là il y a une augmentation au fond de la présence de l'autre. Et donc c'est ce qui fait avec ces équipes qui ne sont pas des soignants, qui sont plutôt dans l'éducatif, ça crée extrêmement de malaise. Donc moi je crois que le cri d'alerte, bien sûr il est sur les moyens, mais il est surtout sur le fait qu'aujourd'hui les autres structures, le social, le médico-social, pallient au démantèlement de la pédopsychiatrie. Et comme je le disais, ce phénomène de dépsychiatrisation, il date des années 2000. Ce qui se passe aussi dans les années 2000, c'est que vous avez un phénomène plus général qui est la dépathologisation. C'est-à-dire le DSM-4 de l'époque, donc ça c'est 2001, efface les grandes structures cliniques, la psychose infantile principalement, la schizophrénie infantile aussi, l'autisme envisagé selon le savoir psychiatrique, au profit du déficit. Quand vous lisez les troubles de la première enfance, la deuxième enfance et l'adolescence, le mot déficit, déficience est partout. Déficit attentionnel, émotionnel, intellectuel, social. Et donc cet effet de... Ça c'est dans le DSM-4, puis ensuite dans la dernière version de 2013, du DSM cette fois-ci 5, les troubles sont nommés troubles neurodéveloppementaux. Et là nous retrouvons ce terme de déficit. Les troubles neurodéveloppementaux, je cite le DSM-5, ces troubles sont caractérisés par des déficits du développement qui entraînent une altération du fonctionnement personnel, social, scolaire ou professionnel. Dans ce DSM-5, vous avez l'apparition d'un nouveau terme qui est le terme de handicap. Je lis là encore la définition du handicap intellectuel selon le DSM-5. Le handicap intellectuel est caractérisé par un déficit général des capacités mentales. Ces déficits entraînent une altération du fonctionnement adaptatif, de sorte que la personne ne parvient pas à répondre aux normes en matière d'indépendance personnelle et de responsabilité sociale dans un ou plusieurs aspects de la vie quotidienne, notamment la communication, la participation à la société, le fonctionnement scolaire ou professionnel et l'indépendance personnelle à la maison ou en collectivité. Donc, la dépathologisation, DSM-4 dans les années 2000 et ensuite qui s'ensuit avec donc, le DSM-5, ça va dans cette généralisation du déficit. Aujourd'hui, il y a donc un rejet de la pathologie de l'enfant, de la souffrance de l'enfant, on peut même dire de la folie de l'enfant, tout ça c'est dépassé, et vous avez une généralisation du déficit. Si l'enfant est en souffrance, c'est parce qu'il a un déficit, et principalement, comme je le disais, déficit intellectuel, un handicap. Et donc ça change, j'allais dire, tout de ce qu'il en est de l'accueil au sein des différents secteurs et des différentes institutions. Et cet effet de la dépathologisation, elle agit aussi sur la pédopsychiatrie d'aujourd'hui. Donc dépsychiatrisation, mais dépathologisation qui va dans tous les secteurs. Aujourd'hui, c'est le déficit. On ne parle plus de souffrance de l'enfant, on parle de déficit. Et donc les conséquences de cela, c'est quoi? C'est que donc, dorénavant, la prise en charge, l'accompagnement d'un enfant en grande souffrance ou d'un adolescent, eh bien, elle se réduit uniquement, c'est dans les textes, à identifier les besoins d'une personne en manque d'autonomie et donc à adapter une modalité de prise en charge vis-à-vis donc de ces besoins identifiés. On ne parle pas du tout de souffrance, on ne parle pas du tout de pathologie. Tout ça est mis à la trappe. Et donc on entend bien qu'aujourd'hui, c'est donc on veut éduquer les enfants, les enfants en souffrance, on veut les éduquer, c'est donc la socialisation, l'autonomie, on va leur apprendre les codes sociaux
pour qu'ils puissent dépasser leur mal-être et s'inscrire aujourd'hui dans le social. Et vous voyez bien toute la politique mise en œuvre, c'est-à-dire en même temps on les sort de l'hôpital et donc de ce qui faisait comme ça pathologie pour les mettre dans le social et dans toutes ces structures médico-sociales, médico-éducatives où c'est justement le signifiant déficient qui permet de les accueillir et ensuite pour au fond leur donner une prise en charge qui serait soi-disant de leur permettre, de leur donner les moyens d'aller dans le social. Or, la souffrance d'un enfant, d'un adolescent, c'est justement, il y a son mal-être à lui, mais il y a, bien souvent, c'est l'impossibilité pour lui de pouvoir être dans le social en question. Un social qui demande, qui désire beaucoup de choses, où il y a beaucoup d'attentes, que ce soit par exemple dans le scolaire ou pour les adolescents plutôt en formation ou professionnelle. Et donc, là, plutôt que d'apaiser dans les moments difficiles pour mieux repartir, là, c'est au fond, ils vont dans des lieux où vous avez une énorme exigence et une énorme attente. Et donc, quand il y a de la souffrance, avec cette logique-là, bien sûr, ça crée des situations extrêmement compliquées dans les institutions aujourd'hui. Et donc, bien sûr, ce malaise des institutions, ce malaise des professionnels aujourd'hui, avec ce tout éducatif, bien sûr, l'une des revendications, ça ne peut être que davantage de moyens, mais sachant qu'il y en a de moins en moins. Mais je pense que le cri d'alerte et le malaise fondamental, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le social devrait faire ce que ne peut plus faire l'hôpital. Et donc, très clairement, la donne actuelle, c'est donc qu'il y a un rejet de la folie et il y a une généralisation du déficit avec l'éducation, l'éducatif qui est mis en avant. Et comme je le disais, c'est donc un éducatif comportemental, cognitif, mais aussi, et c'est donc là la nouveauté d'aujourd'hui, neuro. Et on le voit très bien comment cette neuroéducation se répand dans les institutions, mais se répand aussi dès le plus jeune âge au niveau des crèches avec l'éducation positive d'aujourd'hui. Où ce qui est envisagé, c'est que donc, maintenant qu'on sait un peu plus, encore un peu plus à l'intérieur du cerveau, qu'on a, eh bien, il y a cette prétention idéologique, il y a ce rêve idéologique de vouloir tout comprendre et tout savoir de ce qu'il en est du fonctionnement humain. Et donc, et ça c'est dit vous n'avez qu'à lire Stanislas Dehaene, Olivier Houdet avec son livre « L'école de mon cerveau », c'est pour booster les potentialités de l'enfant et c'est dit pour permettre d'effacer toute altération pathologique. Dans votre question, je pense qu'il y a vraiment à dissocier ce qui est nouveau et ce qui ne l'est pas. C'est d'ailleurs dans votre question, il y a le mot « nouveau diagnostic ». À partir du moment donc, où il y a la dépathologisation, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la pathologisation, eh bien, moi il me semble, en tout cas, que ces nouveaux diagnostics, qui sont donc des nouveaux signifiants, traduisent là rien de nouveau, c'est-à-dire traduisent un retour aux capacités intellectuelles et à leur développement. Et je pense que donc le haut potentiel intellectuel en est la parfaite illustration de cela. Et donc, à partir du moment où on dépathologise, on revient, j'allais dire, avant la pathologisation. Et donc, avant l'émergence de la pédopsychiatrie. Je vais expliquer, du coup, je vais faire un retour en arrière. Je vais revenir, pour comprendre ce phénomène de dépathologisation, il faut revenir sur ce qui s'est passé avant et ce qui a engendré la pathologisation. À partir de cette thèse que j'ai, qui est qu'au fond, aujourd'hui, nous ne sommes que dans un retour à ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire, avant la pathologie, c'était les capacités intellectuelles qui étaient mises en avant. Et ça, donc, ça date, l'émergence de la pédopsychiatrie, on peut la situer à partir de la fin du XVIIIe siècle et du début
du XIXe siècle. À cette époque, c'était donc c'était le siècle de la pédagogie, de l'éducation. À la fin de l'Ancien Régime, vous avez donc tout ce qu'on appelait la populace, qui n'était pas, la populace n'était pas instruite, n'avait pas d'instruction, n'allait pas à l'école, était complètement délaissée. Et donc vous avez, grâce au siècle des Lumières, cette tentative de civiliser les mœurs, de médicaliser les attitudes, le corps social, et surtout d'amener un enseignement, une pédagogie à tout le monde, pour faire de cette populace, de faire société, de faire civilisation et de créer ce qu'on appelle un peuple. C'est là le démarrage, au fond, de la dimension publique de l'instruction, de la médecine et autres. Et donc, à cette période, vous avez aussi, ça c'est fondamental, vous avez donc l'émergence de nouvelles découvertes scientifiques et médicales. La physiologie, la microscopie, qui vont permettre de pouvoir entrer à l'intérieur du corps et de découvrir toute l'architecture du cerveau. C'est la découverte donc de l'électrophysiologie, la découverte des nerfs et de l'électricité. Et donc, il y a tout un débat à l'époque sur... Donc, c'est plutôt maintenant... À l'époque, c'est plutôt, donc, grâce à ces nouvelles découvertes, on est plutôt au niveau local du corps, au niveau de lésions locales. On n'est plus dans le trouble général du corps. Et donc, à partir du moment où il y a cette découverte de l'architecture du cerveau, eh bien, il y a un grand débat qui se pose sur où se trouvent les fonctions mentales. Vous avez... à cette même période, une discipline assez sulfureuse qui s'appelle la nouvelle science, qu'on appelle aussi la nouvelle science, qui est la phrénologie, c'est-à-dire la science des bosses du crâne qui reflèterait le caractère, le comportement des individus. Ça, c'est donc le médecin allemand Frank Joseph Gall qui a lancé cette discipline et qui est donc le précurseur des neurosciences cognitives. C'est-à-dire que selon les aires et l'endroit du cerveau se situeraient, c'est là d'où émane votre comportement. Et puis il y avait ensuite, à la même époque, toute une réflexion et tout un débat autour de la taille des cerveaux, entre l'intelligence, pour ceux qui ont un cerveau développé, et pour ceux qui ont un tout petit cerveau ou au contraire un énorme cerveau, ça témoignerait au contraire de l'idiotie. Et donc c'est dans cette époque que donc le médecin Philippe Pinel, qui est donc médecin aliéniste, qui est le fondateur de la psychiatrie en général, va commencer, lui aussi qui a été enseigné à la phrénologie, qui a même fait plusieurs autopsies, plus de 250 sur des malades, mais qui n'ont absolument rien démontré. Pour lui en tout cas, il va commencer à s'intéresser à écouter les aliénés, les malades, à prendre en compte ce qu'ils ont à dire. Et que lui, en fait, il va reconnaître chez eux un reste de raison. Et donc, de là va s'initier à ce qu'ils s'intéressent aux aliénés, à ce qu'ils ont à dire, à ce qu'ils font. Et donc, c'est à proprement parler la naissance de la clinique. Et donc, de ça, il va faire des notes journalières. C'est la naissance pure de la clinique, de l'observation, avec des notes extrêmement précises, tous les jours, sur les patients rencontrés dans son hospice. C'est ça, Philippe Pinel, le grand libérateur des chaînes des aliénés. C'est pas vraiment ça, c'est qu'en situant un reste de raison chez eux, donc une possibilité d'échanger, de dialoguer, eh bien, il leur a simplement donné la possibilité de circuler dans l'hôpital, de sortir des cellules dans lesquelles ils se trouvaient. Et donc, de toutes ces observations, il va définir 4 grands types d'aliénation. La mélancolie, la manie, la démence et l'idiotisme. Tout ça selon donc l'échelle graduelle de la raison. Comme je le disais, ce qui compte à l'époque, c'est beaucoup l'intelligence, l'esprit, la pédagogie, l'instruction. C'est ça. C'est à ce moment-là, cette époque est extrêmement sensible à tout ça, avec ce que j'ai expliqué précédemment. Et donc, selon ces 4 grands types d'aliénation, ça définit l'échelle de la raison. Donc vous avez la grande catégorie des idiots,
où c'est donc une abolition dès la naissance des facultés intellectuelles et d'entendement. La démence, et c'est extrêmement précis et joli ce que va dire Pinel, la démence c'est plutôt au moment de la puberté, suite à ce qu'il appelle un décrochage catastrophique, ce qu'on appellerait un événement déclencheur, c'est-à-dire un événement de la vie, la perte d'une fortune, un mariage ou autre, que donc il y a un décrochage de la raison, c'est-à-dire une perte des facultés intellectuelles et de l'entendement. Et donc, Pinel, en proposant cette classification, va lancer tous les autres médecins vers la construction d'un savoir, à continuer à poursuivre ces observations et cette clinique. Et vous avez donc son élève, Esquirol, qui va lui s'intéresser plus particulièrement aux idiots, à l'idiotisme. Et de là, il va en définir une théorie, une clinique extrêmement précise. C'est-à-dire que les idiots, c'est donc la grande classe de tous les enfants qui sont délaissés dans les hospices, repliés sur eux-mêmes, qui ne parlent pas, qui sont en proie à de la masturbation frénétique. Et Esquirol, qui lui donc est son élève et qui lui aussi s'occupe d'eux, les observe, prend en compte ce qui se passe pour eux, va définir comment ils ne parlent pas, mais ils sont extrêmement sensibles au langage. Il le dit même, ils n'ont pas le sentiment du moi, et donc la plupart du temps ils se mutilent, et en mutilant leur corps, ils ne savent pas si cette partie de leur corps leur appartient. Donc une description clinique extrêmement précise. Ensuite, donc, ça, comme je le disais, ça va lancer toute une réflexion et un débat sur ces enfants qui sont dits idiots, c'est-à-dire dès la naissance, qui n'ont pas le développement des facultés intellectuelles. Puis vous avez, dans l'histoire de la pédopsychiatrie, juste après, vous avez Paul Meurot de Tours, qui lui va bouleverser les choses en publiant La folie chez les enfants. Et là, il va se rendre compte, Paul Meurot de Tours, que donc ce qu'on observe chez les adultes, c'est-à-dire délire et hallucination, se retrouve aussi chez les enfants. Et donc là, il le dit dans son ouvrage, dans son traité, qui est que maintenant la folie chez l'enfant est reconnue et est admise. Vous avez ensuite Émile Kraepelin, qui lui aussi va définir une nouvelle entité qui est la démence précoce. C'est-à-dire que la perte des facultés intellectuelles et de l'entendement émerge bien plus tôt que la puberté. Kraepelin va aussi affirmer que donc le crétinisme, qui va avec l'idiotisme, qui est une autre forme, eh bien c'est une des variétés, dit-il, de la folie. Donc là, vous voyez, on voit comment, de plus en plus, de cette grande catégorie des idiots, eh bien, on en vient à préciser le savoir pédopsychiatrique. Puis vous avez, à partir de ce qu'a dit Kraepelin, de cette démence précoce, vous avez un Italien, Sante De Santis, qui lui va parler de démence précocissime. Puis vous avez ensuite Eugène Bleuler, qui va revenir sur cette démence précoce et qui va faire un ouvrage absolument passionnant sur la démence précoce ou le groupe des schizophrènes. Et Eugène Bleuler, c'est lui le premier à donner une place de choix à la théorie freudienne de l'époque, et surtout au mécanisme inconscient. Et donc Eugène Bleuler va complètement modifier les choses, c'est-à-dire que pour lui, ça n'est pas qu'une question de capacité des fonctions intellectuelles, mais c'est un rapport au langage et au monde. Et donc, en disant ça, il va préciser les associations d'idées, les mécanismes autour donc, des idées et de la pensée dans le cadre de schizophrénie. Et donc, ça n'est pas uniquement de l'entendement ou des facultés intellectuelles, mais c'est un rapport au monde et au langage. Et ça, ce travail, s'est pris par ce que dit Freud et ce qu'amène Freud sur tous les mécanismes inconscients. Puis donc, ce qui va se passer du côté des médecins et des psychiatres d'enfants, c'est que donc ce travail qu'a fait Eugène Bleuler va donc ensuite donner lieu à ce qu'on a appelé la schizophrénie infantile. Puis de la schizophrénie infantile, il va y avoir Léo Kanner, qui lui va parler d'autisme infantile précoce. Et à chaque fois, c'est donc un rapport au monde, un rapport au langage et un rapport au monde. Et donc, Postel et Kettel
qui ont donc écrit la nouvelle histoire de la psychiatrie, eux, ils précisent que donc cette dernière catégorie de l'autisme infantile précoce, c'est le groupe d'enfants que la schizophrénie a laissé à l'idiotie profonde. Donc tout ça pour expliquer comment l'histoire de la pédopsychiatrie est partie de ça, c'est-à-dire est partie des facultés intellectuelles. Au fond, tout se résout, tout se comprend à partir des facultés intellectuelles. Puis de plus en plus, il a été question avec Esquirol, leur sentiment du côté du moi, du côté de leur corps, le rapport au langage, leur rapport à la parole, puis avec Eugène Bleuler, là aussi, la question de la pensée, la question des idées, et donc vous avez eu comme ça tout un savoir sur les enfants et les adolescents en grande souffrance. Et donc on s'est complètement extrait des capacités intellectuelles. Et donc ce qui me semble, c'est qu'aujourd'hui, à partir du moment où donc il y a un effacement de toutes les structures cliniques, il y a un retour au premier plan de la question intellectuelle, et c'est ce dont témoignent, il me semble, ces nouveaux diagnostics. Et comme à l'époque de la phrénologie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons donc l'arrivée des neurosciences et de la neuroéducation. Et donc là, revient ce rêve, d'accord, sachant que quand je parlais tout à l'heure de la phrénologie, très vite, à l'époque, la neurologie a complètement mis ça de côté, parce que vouloir, vis-à-vis du cerveau, tout comprendre de ce qu'il en est de fonctionnement humain, ce n'était pas du tout l'objet de la neurologie. Donc la neurologie s'est complètement extraite de ça, a pris ses distances à vouloir tout comprendre, tout expliquer de ce qu'il en est du comportement humain. Les neurosciences, c'est ça aujourd'hui de ce qui est dit. C'est-à-dire qu'il y a les recherches scientifiques qui permettent de préciser la plasticité neuronale, le fonctionnement des neurones, mais le problème, c'est que derrière, vous avez l'idéologie qui est de vouloir tout prétendre et tout comprendre de ce qu'il en est du fonctionnement humain. Je cite, c'est donc, grâce aux neurosciences, on connaît aujourd'hui l'intimité psychologique du cerveau humain et de ses potentialités. On peut donc définir des techniques de développement personnel visant à la transformation de soi. Et donc même, de ce qui est dit, c'est de pouvoir se défaire de certains aspects pathologiques pour améliorer ses performances. Donc je pense que c'est ça, on n'est pas au XIXe siècle, il y a un retour après donc la fin de la pathologie, on efface la pathologie, il y a un retour des capacités intellectuelles, avec, comme à l'époque de la phrénologie, c'est-à-dire ce rêve, parce que donc il y a des avancées du côté de la science, de pouvoir tout découvrir de ce qu'il en est du fonctionnement psychologique ou du fonctionnement de l'être humain. Et je dis ça, et c'est très clair, parce que vous avez une étude en 2017 de Hugman et de plusieurs auteurs qui, donc, vis-à-vis de ce diagnostic de TDAH, qui ont commencé, donc, à partir d'une étude, ils ont commencé à évoquer que le TDAH était une maladie du cerveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont isolé que, donc, dans le cadre de la TDAH, une région du cerveau en dessous du cortex, des structures sous-corticales, le volume était plus inférieur que pour les cerveaux, on va dire, non malades. Et donc, ils en déduisaient une maladie du cerveau. Et donc, je pense que c'est ça, il y a un retour des capacités, de la question des facultés intellectuelles, et vous avez de nouveau ce rêve d'aller un peu plus à l'intérieur du fonctionnement humain, avec, comme je le disais donc, cette idéologie de vouloir tout expliquer, développer, c'est vraiment faire consister un autre qui va vous dire ce que vous devez faire. Et ça c'est donc le développement personnel, le coaching, toutes les sphères ou toutes les branches des conséquences des neurosciences. L'éducation positive, la psychologie positive, c'est vraiment développer les capacités et les performances des gens. Et donc effectivement, on n'écoute plus les patients dans ces conditions. Il y a une panne du désir du côté des gens, on le voit très bien avec les parents, parce qu'il y aurait une méthode, une façon de faire, et je pense que c'est ça, aujourd'hui, donc les conséquences de cette dépathologisation et de ces nouveaux diagnostics.
peut-être une précision, c'est-à-dire que si du coup, aujourd'hui, vous avez une montée en force d'un autre qui sait et qui va vous dire comment vous devez fonctionner, comment performer. Je dois dire, et je reviens là-dessus, que dans l'histoire, ça a amené au pire tout ça. La phrénologie, comme je le disais, a été mise de côté par la neurologie, mais ensuite, la phrénologie a donné lieu à la raciologie, à la craniométrie, à l'étude des races, et ensuite, c'est allé jusqu'à l'eugénisme, et on le sait, jusqu'au pire avec le nazisme. Et je dis qu'aujourd'hui, il y a quand même une réflexion à avoir si on est autant sur la question du cerveau, non plus de la liberté de parole, parce que c'est quand même ça, c'est le cerveau, le potentiel, un autre vient vous dire ce que vous devez faire pour aller mieux, et non plus prendre en compte la liberté de parole, et ça c'est plutôt, il me semble, du côté de la psychanalyse, voire à une époque de la psychiatrie dynamique, eh bien ça peut avoir des conséquences désastreuses sur le lien social, et même politiquement. Il y a quand même à réfléchir sur le fait qu'aujourd'hui on ne cesse de dire qu'il y a de moins en moins de liberté et qu'en même temps vous avez une montée en force de la vague neuro, comme l'avait précisé Jacques-Alain Miller dans un article, cette vague neuro, et qu'il y a la montée des démocraties autoritaires. Moi, il me semble que quand même, dans cette idéologie, je dis bien cette idéologie de vouloir tout comprendre, tout savoir sur l'être humain, et donc de dire à un autre ce qu'il doit faire, tout ça peut emmener quand même au pire, et là on peut y voir la pulsion de mort active. Alors, bon, pour répondre à votre première question, à partir du moment où, comme je l'ai évoqué donc, précédemment, il y a une dépsychiatrisation, une dépathologisation, donc de moins en moins de services, ça c'est du côté de la dépsychiatrisation, de moins en moins de services, de pédopsychiatrie, de consultation, de moins en moins aussi de psychiatres et de lieux de soins, bien sûr, et donc de lieux aussi pour le traitement par la parole, un accompagnement thérapeutique, dirions-nous. Bien sûr, le recours assez facile, c'est de donner des médicaments aux enfants et aux adolescents. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'en libéral, de plus en plus, parce qu'il y a de moins en moins de psychiatres, de plus en plus de demandes, vu qu'aujourd'hui donc le privé pallie aussi au public, ça c'est très important. En libéral, dans le privé, les médecins généralistes, de plus en plus, en viennent à prescrire des médicaments. Donc bien sûr, si vous avez de moins en moins de lieux de parole, de moins en moins de médecins qui peuvent prendre le temps de parler avec les patients, bien sûr, vous avez, dans cette société de consommation des médicaments où on veut tout soigner, on a vu cela avec le Covid, où la médecine, la science doit répondre à tout, bien sûr que donc eh bien, la prescription de médicaments peut se faire extrêmement rapidement. Maintenant, il y a autre chose quand même, il y a à relativiser tout ça par rapport aux institutions. Vis-à-vis de ce que je disais au départ, bien sûr, dans les institutions aujourd'hui médico-sociales, médico-éducatives, je veux dire, quand la souffrance est telle et que le lieu en question ne permet pas, parce que ces lieux-là ne sont pas pensés aujourd'hui, comme ça a été fait avec tout l'apport de Lacan et aussi de la psychothérapie institutionnelle, quand le lieu n'est pas pensé autour de la dimension de la psychose, de la folie, et qu'il y a un autre, comme je le disais, qui demande, qui veut éduquer, qui veut autonomiser, socialiser, eh bien sûr, c'est très important et ça a des effets vraiment extrêmement immédiats de donner, ça je l'ai vu très vite dans la pratique, que les psychiatres donnent une petite dose de médicament à un enfant et ça a un effet tout de suite sur lui. Et comme je le disais, quand parfois aussi, au-delà de ça, quand la souffrance est telle, un médicament, ça a un effet réel, direct sur
la vie d'enfants, d'adolescents ou même d'adultes. Et donc ensuite, et ça je l'ai vu dans la pratique, on le voit très bien dans les institutions, comment ça permet à un enfant ensuite de se rassembler, de se réorganiser, que la parole, elle aussi, devient avec un peu plus de sens, et donc c'est pas la même chose quand il s'adresse à un autre, il y a beaucoup moins de phénomènes élémentaires, et ensuite on voit très vite qu'il se réintéresse au savoir, à l'école, et que le lien social est plus facile. Bon. Donc voilà ce que je dirais par rapport à votre première question. Maintenant, la deuxième question. Je crois que moi, ce que je retiens, c'est la question du traitement. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est ça ce que ça pose comme question. C'est-à-dire le traitement au sens de, face à cette généralisation du déficit, aujourd'hui, cette généralisation d'un mental qui serait en déficit, soit trop, soit pas assez, au fond, comment se repérer ? Et j'allais dire comment aujourd'hui, quelle boussole trouver pour s'orienter face à ce signifiant maître de déficit, d'efficience. Je pense que c'est ça, en tout cas moi c'est ça ce qui m'intéresse dans votre question, et comment au fond le clinicien d'aujourd'hui, on peut même dire l'analyste dans les institutions, quelle boussole trouver face à ce discours du maître, ce discours ambiant, et on le sait parce que quand on fait une analyse ou quand on s'intéresse à la psychanalyse, on sait très bien l'effet et l'impact de la parole et du langage sur le lien social, sur le corps social et sur les corps parlants. Donc, si aujourd'hui vous avez ce signifiant déficient, bien sûr, ça a des effets où tout le monde en devient un peu déficient. Et ça, je l'ai prouvé dans les différentes institutions, où bien sûr, si c'est le mot, il n'y a que ce mot-là à la bouche de tous les professionnels, ou pour pouvoir essayer de nommer ce qui se passe pour un enfant, et bien, bien sûr, tout le monde en devient, par conséquent, un peu déficient. Bon. Et ça, on le voit, que ça soit dans parfois même les réunions, les projets personnalisés qui sont pensés, tout réduire au fond à des besoins, quand même, le terme même de besoin, je trouve que c'est quand même un mot assez faible dans sa puissance de réflexion quand même. On est quand même du côté, là, on a l'impression un peu de l'animal, c'est un peu pavlovien tout ça. Bon. Donc je dirais que c'est ça aujourd'hui, comment s'orienter avec ces signifiants maîtres d'aujourd'hui. Je parlais donc des années 2000, dépsychiatrisation, dépathologisation. Et bien moi, il y a le cours donc, de 2001 de Jacques-Alain Miller qui s'appelle « Le lieu et le lien », où je pense que dans ce cours, il permet aux cliniciens en général, aux analystes, au fond, de trouver une boussole vis-à-vis de l'époque actuelle. Le déficit généralisé, le discours, le savoir, la parole, en déficit. L'autre qui n'existe pas, comme a pu le dire Jacques-Alain Miller dans un autre de ses cours. Mais donc le lieu et le lien, dans ce cours qui date de 2001, je pense qu'il est fait en réponse au phénomène que j'ai évoqué, dépsychiatrisation et dépathologisation et montée en puissance du déficit. Parce que dans ce cours, Jacques-Alain Miller prélève le terme de débilité mentale chez Lacan. Et Jacques-Alain Miller en vient à dire que donc, pour Lacan, la débilité mentale est un concept majeur de la psychanalyse. Alors, je précise tout de suite, hein, la débilité, le terme, est à resituer dans l'époque de Lacan. Il y a eu les idiots, comme je le disais, ensuite vous avez eu donc, les débiles, vous avez eu les arriérés, et aujourd'hui on dit les déficients. Mais donc dans ce cours, Jacques-Alain Miller prélève ce terme de débilité mentale et dit que chez Lacan, c'est un des concepts majeurs pour Lacan. Je pense que c'est une véritable subversion vis-à-vis du discours du maître d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est à resituer dans le discours analytique. Et donc, je vais essayer d'expliquer un peu qu'est-ce qui a amené Lacan à quand même ce terme débilité mentale, et bien que dans son séminaire, ça soit un des concepts majeurs. Lacan donc, il a commencé à parler de la débilité suite aux travaux de Maud Manoni. Maud Manoni qui a travaillé dans des institutions s'occupant d'enfants avec une
une arriération, une débilité profonde. Et donc ça a beaucoup intéressé Lacan, au fond, la clinique autour de ces enfants qui parlent très peu. Et donc Lacan s'intéresse à cette clinique-là, aux travaux de Maud Manoni, et il s'y intéresse, et donc il va continuer à en parler, mais non pas tellement au niveau de la clinique, mais au niveau de qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette clinique-là. Elle nous enseigne, et c'est ce que Lacan va faire valoir, que donc ce qui compte n'est pas tellement le langage, le discours, vu que le débile, c'est ce qu'il dit, il flotte, il est à côté de la plaque, il est entre les discours, il n'est pas appuyé en prise sur un discours. Et donc, ce que relève cette clinique, c'est que ce qui est premier, c'est plutôt l'effet de la langue sur le sujet. Et que la langue, ça peut être quelque chose d'entendu, qui vous frappe, qui vous agite, mais qui est hors sens pour vous. Et dans la pratique, moi j'ai travaillé donc pendant plus de 10 ans avec des enfants dits aujourd'hui déficients intellectuels, et ben c'est une boussole extrêmement précise, ça. C'est-à-dire que ces enfants ne parlent pas, c'est-à-dire ne sont pas à interpréter le monde ou à interpréter ce qu'on leur dit et à resituer ça dans une relation avec un autre, mais ils sont extrêmement sensibles, comme Esquirol l'avait pointé, au langage, à la langue, à ce qui se dit autour d'eux. Et donc, une phrase d'un parent, d'un éducateur, d'un professionnel, d'un autre enfant, les agite, les frappe, c'est le cas de le dire, ils sont complètement perturbés par ces phrases-là, et c'est donc en resituant ça, en parlant avec les familles, avec l'entourage, ou pour les enfants qui arrivent un peu à parler, qu'ils arrivent à resituer ce bout de langue, ce mot entendu. Et donc ça c'est... Et on voit comment c'est en prélevant ce bout de langue, cette langue, que du coup ensuite s'établit la structure subjective et la question du langage. Et donc quand il y a un mental en déficit, parce que pour Lacan le mental c'est le discours, il le dit dans l'Insu à la fin de son enseignement, le mental c'est le symbolique, et bien quand du coup le symbolique défaille, quand le symbolique est débile, au fond qu'est-ce qu'il y a? Et bien du coup c'est ça, c'est cette parole hors sens sur laquelle s'établit la construction subjective. Et donc c'est là où Jacques-Alain Miller, dans ce cours Le lien et le lieu, dit bien comment au fond la psychanalyse appliquée, c'est-à-dire plutôt en institution, et la psychanalyse pure, elle se rejoint grâce au dernier enseignement de Lacan, où c'est une psychanalyse hors sens. C'est là où, dit-il, la psychanalyse appliquée se rejoint avec la psychanalyse pure et et continue à se différencier de la psychothérapie. La psychothérapie, c'est beaucoup œuvrer sur le mental. Eh bien, la psychanalyse, c'est plutôt ce qu'il y a en deçà du mental. Au fond, ce qui est à la racine du symptôme, ce qui est à la racine de ce qui ne va pas. Et c'est cette boussole-là, c'est-à-dire qu'au fond, que quelqu'un n'en a pas fini de dire quelque chose sur ce qui lui arrive, de laisser en tout cas cette porte ouverte pour que quelque chose d'autre se dise, que du coup, c'est là où au fond, la construction symptomatique, hein, c'est-à-dire le symptôme, comment s'est construit le symptôme, eh bien c'est là où au fond, la dimension du symptôme de ce qui ne va pas prend moins d'importance et peut être recomposée par le sujet. Et donc c'est donc une psychanalyse hors sens, c'est-à-dire véritablement l'effet de la langue sur le corps du sujet. Alors quand je dis ça, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Bon. Mais en même temps, je prendrai un exemple extrêmement simple de cela, qui est quand donc on lit le docteur Itard, qui a fait donc, au XIXe siècle le traitement de Victor, l'enfant de l'Aveyron, cet enfant sauvage, où donc le docteur Itard essaye de faire apprendre à cet enfant qui ne parle pas le langage. Ça, c'est le début, c'est le précurseur du comportementalisme, où vous avez Itard qui s'entête à essayer d'amener les codes
à cet enfant qui ne parle pas entre les choses et les mots. Et donc, il pousse, il force à essayer ce que cet enfant parle. Quand on lit donc toute l'observation et tout le traitement du docteur Itard, ce dont on s'aperçoit, et lui-même en rend compte, c'est ça ce qui est extraordinaire, parce qu'au fond, à la fin de son traitement, il n'arrive pas à ce que cet enfant parle, malgré toute son abnégation à essayer à ce qu'il parle. Ce qu'on note, et ce qu'il note, c'est que donc cet enfant, au hasard, a prélevé le mot « lait », parce qu'il avait l'habitude d'aller se promener au jardin du Luxembourg avec sa gouvernante, et qu'il allait souvent boire du lait. Et donc, le mot, le signifiant lait, est le premier que Victor ait prononcé. Et ensuite, Victor, de ce mot lait, il en vient, parce que quand venait dormir la fille de la gouvernante, qui s'appelait Lila, lui, il en vient à commencer à modifier. De lait, il en vient à dire li, la. Et donc, Itard note que, en même temps, s'il prononce ces phonèmes, c'est bien parce qu'il y a la fille de la gouvernante. Et donc, quand Itard établit que du coup, tout ce qu'il a fait, ça n'a pas réussi à faire parler cet enfant du côté du langage, il dit qu'il y a quelque chose de la langue, mais là, il ne peut pas s'en occuper, qui s'est passé et qui est à creuser pour cet enfant. C'est-à-dire que vous avez eu, pour un enfant qui ne parlait absolument pas, le démarrage de quelque chose à partir de ce mot « lait » trouvé au hasard, entendu, et où il commence un tout petit peu au niveau des phonèmes à en jouer. Et ensuite, Itard a essayé de pousser la logique autour de ça dans quelque chose du langage et très comportementaliste, c'est-à-dire du mot lait, il a essayé de lui présenter une bouteille de lait pour qu'il puisse demander, pour qu'il puisse être dans la communication, mais ça ne marchait pas. Je donne aussi un autre exemple de ça, il faut aller lire le cas Robert, qui est un cas de Rosine Lefort, d'un enfant qui ne parlait pas et extrêmement en souffrance, où là encore, c'est dans le séminaire 1 de Lacan, où donc cet enfant prélève au hasard le mot « loup », et donc il faut aller lire tout ce développement que peut faire Rosine Lefort, où à partir de ce signifiant, quelque chose de la relation et donc de la subjectivité émane. Mais s'il n'y avait pas eu ce signifiant-là, il n'y aurait pas, comme le dit Lacan, le socle de la parole. Donc, tout ça pour dire comment, moi, il me semble que ce cours de Jacques-Alain Miller, le lieu et le lien, cette psychanalyse hors sens, le fait d'être comme ça centré sur la dimension de la langue et de l'effet que ça peut avoir, de ce qui est à la racine du symptôme, à la racine de la construction subjective, eh bien, je pense que c'est ça l'orientation d'aujourd'hui face à ce mental débile ou à ce côté extrêmement déficitaire qui est amené à ce signifiant maître qui, comme ça, se répand partout. Et je pense que c'est là où quelque chose de la singularité, à la fois du clinicien et de l'analyste, est maintenu, et en même temps de maintenir quelque chose de la singularité de chaque sujet rencontré au-delà des diagnostics qui enferment. Et c'est là où je pense que, de toute façon, dans les faits, on le voit très bien, et dans la pratique, malgré ces diagnostics, malgré la neuro, malgré si, dans la pratique, les professionnels se confrontent justement à ce réel-là, c'est-à-dire à ce qu'un enfant présente dans ce qu'il y a de plus singulier chez lui. Et au fond, la pratique, c'est ça, c'est se confronter à ça. Maintenant, c'est en donnant une place pour que l'enfant lui-même puisse essayer de nommer, de dire ce bout de langue, en tout cas la manière dont lui essaye de construire quelque chose autour de ce bout de langue.